vous dire. Et on pourra plus nous dire, c'est pas tes émoux. J'ai de mots à vous dire, version vidéo, on est toujours en public, 27 octobre 2018. À bord de Spirit of Victoria. Voici notre deuxième invité, contributeur et à la fois invité, vous l'avez compris aujourd'hui, on fait les deux. Cet homme, figurez-vous, n'est pas comme les autres. Quand vous travaillez pour lui, vous n'êtes pas un fournisseur, vous êtes un client. Il se plie en quatre pour que vous puissiez donner le meilleur. Il est consultant, formateur, spécialiste, notamment de l'énéagramme, animateur Germe, le réseau de progrès des managers. Voici un bout d'entrain, une locomotive pour manager, une gare de triage pour entreprise. Voici Serge Massereau. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Vous allez voir très fort. Et ça va bien se passer quand même. Gare de triage pour entreprise. Gare de triage pour entreprise. Ouais, en fait, je voulais faire quelque chose autour du train. Ouais. Non, en fait, j'ai changé de voix, c'est ça que tu as Si quelqu'un en a une autre, on prend. Ouais. Non, bah écoute, Non, non, tu l'as pas mieux. Non, je l'ai pas mieux. Ton parcours, Serge, on va en dire un mot avant de parler de ce que tu fais en entreprise. Tu as 24 ans, et avant d'avoir 24 ans, tu as d'abord un CAP d'ajusteur. Voilà, c'est ça que je voulais surtout nommer. Un CAP d'ajusteur, et tu pars travailler très tôt, parce que ton père voulait que tu travailles tôt. C'est ça, exactement. Et peut-être pour que le public comprenne, j'étais ajusteur à la SNCF, c'est pour ça. Ah oui, ajusteur à la SNCF. C'est pour ça que tu parles de la gare de triage. Exactement, parce que un peu plus tard, tu deviens conducteur de train. Exactement, j'ai conduit les trains pendant 2 ans, depuis Nantes. Pendant 2 ans. Au Louro-Blotreau, là, le dépôt de Nantes à l'époque. Tu faisais le Louro-Blotreau de Nantes ? Oui. Waouh, ça veut dire que tu as conduit plus d'une fois Stéphane, alors. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'était vous les les vendanges. C'était déjà nous les retards. C'était déjà vous. Ouais. Et 2 ans, au bout de 2 ans, ras-le-bol ? Bah oui, non, franchement, la SNCF, c'était pas du tout possible. C'était pas possible. Ouais, c'est ça. Et je suis parti. Quelqu'un t'a ferré ? Oui. Pour aller faire autre chose. Oh oui. Non, on va arrêter. Non, j'ai vraiment démissionné avec beaucoup de joie en fait cette entreprise à 20 ans et en fait je me suis retrouvé dans le sud à Montpellier et puis là j'ai travaillé dans le bâtiment et puis j'ai décidé de voyager au Brésil pendant 1 an. Et c'est en revenant du Brésil que je me suis dit tiens peut-être ça serait pas mal de reprendre des études en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap et puis pas n'importe quelles études d'ingénieur ? Oui non je pense que j'avais envie d'apprendre en fait. J'étais un peu coupé de ça et avant de démarrer une école d'ingénieur il fallait passer le bac. J'ai passé le bac en cours du soir. Et je comprenais pas tout, mais ça m'intéressait. Et puis j'ai vu de la lumière. Et en fait, voilà, je crois que la motivation profonde, c'était d'apprendre. J'étais trop frustré de ne pas avoir appris suffisamment. Et puis alors, tu deviens expert en qualité pendant plusieurs années, oui. Avant de bifurquer dans les ressources humaines. Oui, j'ai commencé même, je me rappelais ça, à travailler sur Ariane 5. Je faisais de la fiabilité. J'ai fait ça pendant 1 an, puis la première, elle a explosé en fait. C'est bien de le reconnaître. La première Ariane. Je suis pas vraiment responsable, mais bon, ça m'a piqué quand je l'ai vu exploser en vol au bout de 140 secondes. Ça doit être affreux. Ça a été un moment. C'est comme Challenger en 86, on doit être à peu près à la même période. C'était un peu plus tard, ça pique vraiment les gens qui travaillent pendant des années sur un projet comme celui-là, c'est vrai. Donc tu travailles avec Ariane, tu travailles dans la qualité, dans les ressources humaines. Tu y trouves ton compte, toi, dans ces secteurs-là, la qualité des ressources humaines ? Au début, la qualité, oui, c'était nouveau. De fiabilité, je suis passé en qualité. Et puis, en fait, en qualité, vous avez sans doute entendu parler, on parle de management de la qualité. C'est très... Mais moi, c'est très quoi ? C'est pompeux ? C'était à l'époque très, très familier, en fait. Et puis moi, j'ai plutôt glissé sur l'idée de faire de la qualité du management, en fait. Plutôt que l'inverse. Pour faire quoi ? Pour aller justement vers les ressources humaines ou vers tout ce qui touche aux ressources humaines en fait. Quel responsable de ressources humaines est Serge Massereau à cette époque-là ? Un peu iconoclaste, un peu décalé. J'ai pas appris le métier ressources humaines. Je suis dans cette société à Nantes et j'ai pas appris les ressources humaines. Donc, mais j'ai par contre un peu de culture sur l'entreprise et j'essaie d'importer en fait des pratiques un peu nouvelles. Je comprenais pas et j'étais souvent en colère d'ailleurs avec le DRH à l'époque. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu comprenais pas ? Le côté trop formel, trop institutionnel, trop inhibant en quelque sorte parfois. Et
Et donc j'ai essayé d'apporter un peu de vent frais, un peu de respiration, un peu d'innovation, parce que on parlait tout à l'heure de créativité, forcément dans les grandes entreprises, on tue en quelque sorte la créativité. Exemple d'actions que tu mets en place qui sortent un petit peu des sentiers battus. La première idée, c'était de lancer un programme de formation pour 1000 personnes qui a duré 18 mois. Et l'idée, c'était de former d'abord les managers et de les mélanger en trinôme, et puis après de former l'ensemble des collaborateurs. Et on a vu la différence entre recevoir un message et le transmettre. Et c'était vraiment, ça a été une première pratique extrêmement intéressante. Et le PDG de l'époque, qui n'était pas très chaud, il n'y croyait pas, mais il m'a demandé de venir à toutes les séances. Ah oui. Parce que c'était un lieu en fait de partage et vraiment de fabrication du collectif. Ça, c'était une belle expérience pendant 18 mois. Quelques années plus tard, 2009, tu montes Competentia, tu montes ta boîte. Oui. Avec quelle intention ? De faire à ta sauce, J'ai essayé de fuir un carcan qui peut-être t'emprisonnait un peu ? Je pense que c'est revenu naturellement. J'avais expérimenté 5 ans le conseil. Et alors j'ai essayé de me repositionner comme DRH sur le marché, mais je suis souvent arrivé un peu comme en numéro 1 ou 2, mais quand j'étais en numéro 1, la boîte fermait quelques années plus tard, donc j'ai bien fait de ne pas y aller. Et en fait, le conseil me convenait en réalité. Et l'intention, c'était vraiment d'aider les entreprises et puis de diagnostiquer assez rapidement et de proposer des solutions. Ouais, ça, je pense que ça me convient. Ça te convient bien. Aujourd'hui, Ouais. l'idée de ton entreprise, c'est l'accompagnement en politique sociale. Alors, soit on fait conceptuel, soit on raconte une histoire. Et comme tu es très bon en récit, Alors, ça ressemble à quoi l'accompagnement des politiques oui, sociales ? en fait, c'est un mot sur le web, ça, c'est pas vraiment. Mais dans la réalité, concrètement, c'est d'aider les entreprises à rénover leur modèle managérial, apporter une culture, aider les dirigeants, s'investir dans un codir où parfois les égos comité de direction, ouais. Ou les égos. sont parfois très affûtés, Ouais. on le sait. Donc comment faire en sorte que ça soit un peu plus fluide, un peu plus... Cécile Acquiesce, elle a des noms peut-être à donner. Ouais. Balance. Cécile, si tu as des noms, balance, hein, c'est le moment. J'ai des noms, C'est le moment. c'est On va pas commencer compliqué. par Ça m'a bien parlé. Ouais, c'est... Futur d'ego. Donc, Un exemple, tiens, oui, dans une d'affûtage entreprise, d'ego. une entreprise d'expertise où il y a Ouais. 15 chefs d'entreprise, ils sont tous associés. Comment prendre la décision efficacement ? C'est pas simple. Ouais. Donc là, on peut effectivement, par certaines voies, aider, faciliter cette prise de décision. C'est un exemple, oui, juste comme ça. On parle de gouvernance pour faire riche, mais c'est comment Ça fait riche, ça. ça fait riche. Hein. C'est comment C'est le aider bordel, les quoi, gens. tu peux dire les choses. Voilà. Et ils sont 15, ils arrivent pas à se mettre d'accord ou... En fait, Nico, si, ça l'épate. Quand ils sont un chiffre Lui, il est dans la impair, com, hein, t'imagines. ça va vite la com. si, en fait, ils arrivent à se mettre d'accord, mais parfois ça prend beaucoup de temps. Et comme tout le monde est expert, tout le monde veut savoir tout. Et donc, forcément, c'est un peu plus long. Ouais, c'est ça. Un autre moment où tu te dis vraiment, je suis bien à ma place là. Alors, des moments. Alors, ça, c'est sur une autre expérience, c'est celle de Germe. Ah oui. On n'a pas encore Ouais. parlé, mais. Ouais. J'allais y venir, c'était la T'allais y question venir. d'après, elle était pour Marie ou Béa. Les moments où je suis bien à ma place, c'est quand je suis avec un groupe, par exemple, dans le réseau Germe, qui est un réseau de cadres de direction, ou quand j'interviens même dans ce réseau, ça, je me dis, tiens, vraiment, ça a du sens. Au-delà même du fait que la journée soit bonne, ça a du sens, parce que c'est vraiment ce vers quoi je tendais. Alors d'autant plus que tu as un vrai talent pour rassembler des personnalités différentes. Alors tant pis si tu rougis, hein, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a mis des projets rouges autour, vous avez remarqué ? Et un micro rouge. J'ai un du micro mal, rouge, en plus. j'ai du mal à croire à la composition seulement tactique. Il y a aussi du flair, il y a de l'instinct dans cette capacité à mettre des gens différents autour d'une table et dans un groupe Germe. Germe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau qui accompagne des managers de tout type d'entreprise partout en France. Ils se réunissent chaque mois pour se former à une thématique du management. Exactement. Et on est nombreux maintenant. Et combien ? 2300, je crois. Donc comment choisir ? Ouais, comment recruter tu fais pour choisir des gens comme ça différents et créer cette alchimie Massereau ? Ouais, je pense que moi j'aime bien repérer le désir d'apprendre, puisque c'est peut-être ce qui m'a manqué plus jeune, et j'aime bien repérer le désir d'apprendre parce que tout procède du désir. Et quand les gens ont vraiment l'envie de faire quelque chose, eh bien rassembler dans un groupe avec 20 personnes, ça fait la différence. Ouais. Stéphane ?
Bon, t'as un super parcours, j'admire, t'as beaucoup voyagé. Moi j'ai une question, c'est quand est-ce que Rock Voisine t'a offert sa chemise? Ouais, je l'ai essayé. Belle sa chemise. Toi, tu suis des cours d'impro, je suis sûr, pour sortir des vannes comme ça. J'adore sa chemise et je suis sûr que c'est Rock qui lui a offert. Alors, Surtout c'est ne quoi réponds pas. cette histoire avec Rock? Dis-nous. Alors, pour tout avouer, Oui. en fait, Il t'a abandonné sur la plage après. Et t'avais les yeux dans l'eau en fait. Surtout ne répondez pas. Dimitri, puis Non, Freddy, non, David, avait envie de réagir. je voulais simplement te signaler qu'en fait, il y a plein de questions là dans le Il y a public. plein de questions dans le public. Alors, Qui fourmillent depuis tout à l'heure. Alors on y va. Alors bon, bah, On y va. malheureusement, comme elle n'ose pas encore se signaler, je me dis, bah, je vais quand même passer le micro. Alors, il y a juste à côté de moi, je crois qu'il y a une jolie, il y a une petite question qui a l'air très sympa, parce qu'en plus, elles n'arrêtent pas de papoter toutes les deux. Donc, en plus, je fais de la duration. Et voilà. Donc, quelle est donc la petite question que tu voulais absolument poser? C'est numéro de téléphone. Ah bah voilà. Elle veut le 06 de Rock. Ah bah voilà. Tu Tu vois, auras le j'ai mal compris. Vraiment, je suis désolé. Tu auras le 06 de Serge tout à l'heure, c'est promis. Il y a une autre intervention dans oui. le public là, regardez. Arnaud, Je vais essayer de faire une question intelligente, mais c'est pas garanti. Hein. Si tu avais aujourd'hui 24 ans, tu ferais quoi? ah, oh, elle est très très belle celle-là. Il resterait à la SNCF. Elle est très très belle. Ariane 6. Ouais. Tu veux qu'on envoie une pub parce qu'elle est pas facile quand même celle-là non plus. Hein. c'est Attends, difficile. t'as 25 ans, Serge. En fait, alors. je regrette pas d'être passé par des tas de chemins différents, d'avoir fait 8 métiers différents. Alors du coup, moi j'ai une question. C'est pas la Maintenant- réponse, mais c'est non, c'est votre question, mais c'est ma réponse. On l'a déjà fait. Disait Georges Marchais. Non mais du coup Dimitri. j'ai une question, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu te dirais à l'homme de cette expérience, à l'homme de 24 ans que tu étais, si tu devais lui C'est donner retour vers le futur. lui donner un conseil? Barre-toi vite de la SNCF. Ouais. Je pense de s'ouvrir le plus vite possible, peut-être faire du théâtre d'improvisation, ça m'aurait manqué. J'ai un vieux papa de 94 ans, on vient de fêter son anniversaire et j'ai voulu marquer le coup avec lui dans un déjeuner en tête à tête et il me lâche contre toute attente. Tu sais Serge, à 80 ans, j'étais con. Et donc je pense qu'à 24 ans, avec l'expérience que j'ai maintenant, je me dirais ne sois pas trop con Serge, va vers ce que tu aimes tout de suite. Et ton père, il s'appelle Marcel? On peut l'applaudir. Nico, Non, mais être con, c'est de tout temps hein, et de tout âge. Donc bon. mais en tout cas, ce que tu dis, c'est que ouais, tu irais beaucoup plus rapidement vers quoi? Tiens, on parlait de Germe tout à l'heure en tant qu'intervenant, Germe, et puis on va parler de l'une de tes interventions, l'énéagramme, dans une seconde, ou en tant qu'animateur d'un groupe qui a accueilli des intervenants extérieurs. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu le sentiment vraiment de progresser, d'accélérer, d'aller davantage vers ce à quoi tu aspires? Alors, ça part d'un constat en fait. Quand j'étais DRH, je proposais aussi des formations d'accompagnement au management et ce qui me choquait toujours, c'est de voir des gens au bout de 3 jours qui se disaient « Ah ouais, elle était chouette la formation, ça m'a permis de rencontrer mes collègues ». Je dis, mais pourquoi on fait de la formation? Ouais, c'est vrai. On pourrait peut-être se rencontrer. Donc j'ai mesuré un peu l'inefficacité des formations et j'ai cherché à trouver quelque chose qui me plaise et j'ai trouvé Germe comme adhérent pendant 5 ans et ça a été vraiment une révélation. Je lui ai dit, tiens, voilà un lieu d'apprentissage différent des autres où on n'est pas sur les contenus, on joue sur le temps long et comme dirait un des... On n'est pas que sur les contenus en tout cas, Oui, on est n'est aussi pas dans que la sur les rencontre. contenus. Ouais. Et j'ai un témoignage d'un des adhérents à Angers qui me disait « Serge, tu sais, après 4 ans dans ton groupe, je sais pas vraiment ce que j'ai appris. Par contre, je sais que je suis différent. » Et ça me plaît, cette joli, idée-là. ça, hein. Oui. C'est très joli. Béa, l'énéagramme. Serge, tu interviens aussi au sein des entreprises pour former sur l'énéagramme. Oui, Alors c'est un modèle qui structure 9 grands types de personnalités, c'est ça. 9 manières de voir le monde. Oui. Est-ce que vous connaissez l'énéagramme? Qui connaît l'énéagramme? Qui connaît les grandes lignes? Est-ce que vous connaissez votre type? Ouais. Alors, un petit tour de micro. Pour connaître. Et puis après, évidemment, Serge va nous expliquer. Cécile a une question depuis tout à l'heure? Mais Cécile, elle connaît le principe de j'ai deux mots à vous dire. Elle sait qu'il y a un moment, il faut se lever, trépigner, hurler « David, j'ai une question ». Et normalement, je lui passe la parole à ce moment-là. Cécile, tu avais une question? Elle était un petit peu sur
Sur l'étape d'avant? Non, c'est pas grave, on la coupera, on la mettra plutôt dans l'interview. Vas-y, Je voulais savoir, Serge, ce que tu allais faire que tu n'avais jamais encore réalisé avec les dirigeants. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait avec eux et que tu vas faire? Ça c'est la prochaine étape. Je m'interroge sur le nouveau métier. En fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir les encourager à penser autrement, à penser le monde de demain, à casser les codes, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, qui bougent, mais dans les entreprises, malheureusement, on est encore sur des mécanismes extrêmement classiques de pensée, très réducteurs, et avec des sachants, avec des expertises, et je pense que ce monde-là est un petit peu en train de mourir, et donc j'aimerais pouvoir transmettre cette envie d'imaginer des futurs possibles, ça me plairait beaucoup. Ouais. À base d'intelligence collective. Par exemple. À base de co-développement, à base d'outils comme ça, plus fédérateurs. Tous les outils en fait qu'on partage les uns les autres, j'imagine. Mais je pense que c'est vraiment aller vers cette puissance en fait que les collectifs portent en eux. On voit ici simplement dans cette salle, là, on sent le peps, on sent la vivacité intellectuelle et on sent qu'on peut faire plein de choses en fait si on est ensemble. Vous étiez pas à l'abri d'un compliment, hein. Je vous avais dit avec Serge, hein, il peut pas s'en empêcher. Hein. Il est comme ça, hein, c'est plus fort que lui. Nico, et puis ensuite Béa, tu ressors ta question de tout à l'heure sur l'énéagramme. Au sujet, l'énéagramme a un lien avec l'astrologie chinoise? Pas du tout. D'accord, pas du tout. Merci. Mais c'est bien d'avoir ton... Non, il connaît pas l'énéagramme a priori, donc il va découvrir. C'est ça qui est bien. Ça pourrait faire penser comme ça à l'astrologie, parce il y a des numéros, des types, mais je pense que c'est pas du tout la même entrée, c'est pas la même hypothèse en fait de travail. Alors on va y venir à l'hypothèse. Tout à l'heure la question de Béa c'était qui connaît sa base? Alors moi je sais que je suis entre la loyale et l'altruiste, mais j'ai découvert par exemple un type, le 9. Oui. J'ai un pote qui est comme ça, et c'est intéressant de connaître ça parce qu'en fait tu connais. Comment? Il est avançant, c'est ça, il est avançant. Numéro 9. Non, mais par contre, c'est des très bons points de repère et ça permet d'éviter avec ces personnes-là de les bousculer parce qu'il y a des limites. Il y a des limites et c'est intéressant de le connaître. Eh bien, on va parler du 9 et on va lui poser la question à Serge de savoir si le 9 va droit au but. D'autres énéatypes peut-être, est-ce que vous connaissez votre base? Alors moi c'est le 7, l'épicurienne, donc je mets au féminin. Donc, non Stéphane, tu dis pas il est droit, merci. Pardon? Non, c'est rien. Okay. C'était pour terminer sur le foot. Donc épicurienne le 7. Voilà, donc quelqu'un qui aime les projets. Donc après dans la description, je suis pas d'accord avec tout. Donc il faudra qu'on en reparle, Serge. Alors, on va faire un débat. Que t'écrivais un bouquin, mais qui se base sur des cas réels, etc. Donc, moi, ce que j'aime chez Serge justement, c'est qu'il sait dépasser les bouquins. Et il y a une école, à mon avis, il y a une école Masro à créer. Ouais. C'est peut-être ce soir qu'on va. La Masro Academy. La Masro Academy qu'on va créer. On est en train de la lancer peut-être avec tous ces gens qui connaissent déjà. Ouais. Alors un troisième énéatype, pour ceux qui ont levé la main, est-ce que vous connaissez votre... Moi je me souviens plus bien, c'est le 4, mais alors ça correspond, c'est de l'idéaliste, non? Romantique ou l'artiste. Ouais, c'est ça doit être ça. Ou l'artiste. Donc il y a un côté artiste en toi. Oui. Tiens donc, c'est surprenant. C'est surprenant. Tu fais quoi dans la vie? Stopper. Ouais, voilà. C'est peut-être pour ça. Serge, c'est quoi l'énéagramme alors? Alors l'énéagramme, c'est vraiment une pratique assez ancienne et qui est revenue au goût du jour parce que certains ont remis une dose de psychologie par-dessus, mais en fait c'est vraiment basé sur une observation que nous sommes vraiment, on fonctionne vraiment de façon différente. Et avant même de parler des fameux 9 types, on parle des 300 d'intelligence. Alors ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on a été longtemps convaincus qu'il n'y avait que la tête qui fonctionnait, mais on sait depuis très longtemps en entreprise on sait qu'il n'y a que la tête. Non, mais justement dans l'entreprise on commence à voir qu'il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Goldman, c'est pas Jean-Jacques, mais Goldman avait fait une publication dans les années 80 qui avait beaucoup marqué les gens en disant ceux qui sont équipés d'intelligence émotionnelle ils s'en sortent pas mal en fait. Et puis aussi le corps, le ventre, les intestins, vous voyez le buzz qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. Le deuxième cerveau, le cerveau entérique en fait. Et vous voyez qu'on a ces 3 intelligences au moins. Et l'observation simple, c'est qu'on n'est pas équipés tous de la même façon. Il y en a qui sont plus orientés sur le mental, avec le besoin de comprendre, d'autres qui sont plus dans le cœur, avec le besoin absolu de la relation, et puis d'autres qui sont plus dans le corps, avec l'envie de bouger, d'agir, et pour eux peut-être le monde résiste un peu plus. Donc, et on va voir qu'on peut, dans ces 300 d'intelligence, resubdiviser en 3 types, ce qui fait au total 9. Et on va voir de la même façon
des différences extrêmement notoires entre les fonctionnements, les motivations profondes des individus. Et alors si on se sent un petit peu concerné par ces trois grands types, le mental, l'instinctif, l'émotionnel. On a bien sûr les trois, mon cher David. Oui. On a tous une tête, un cœur et un corps dans l'histoire, mais en fait, on va voir que peut-être nos préoccupations, nos habitudes émotionnelles, peut-être notre ego est plus dimensionné par un des centres d'intelligence. Il y a des gens qui ont absolument besoin de résoudre, de comprendre avant de passer à l'action, d'autres qui ont absolument besoin de se sentir en confiance et d'être aimés pour être bien, et puis d'autres agir parce qu'il faut agir dans le monde, c'est ça leur vocation. Fanny ? Ce qui est totalement le cas aussi, je rebondis et je vais essayer de dire théâtre d'improvisation sur chaque invité. C'est pas mal ça. Ce qui est tout à fait le cas. Fanny Dufossé sur internet. J'allais faire le jingle. Fais le jingle. Attends, le jingle en direct. 3, 2, 1. Fanny Dufossé. Non mais il y avait un slogan normalement tout à l'heure. Ouais, c'est très bien, c'est super. C'est ce qu'on retrouve aussi sur scène. On a des acteurs qui vont beaucoup plus se servir du corps, d'autres beaucoup plus de l'esprit, d'autres beaucoup plus du cœur, et ça se retrouve exactement sur le plateau aussi. Ouais. Et ça implique de pouvoir s'adapter aussi en fonction de chaque personne, comment l'autre va recevoir ce que je vais lui donner, quoi. Tout à fait. Mais c'est très compliqué pour les gens qui ne connaissent pas l'énéagramme. Quand on a... Non mais j'entends des personnes qui... il y a un visuel, je te montrerai le conducteur tout à l'heure. Qui aiment bien comprendre. Il y a le résumé. Elles doivent être tout le temps en conflit avec des gens qui veulent tout le temps être dans l'action. Donc comment on résout ça ? Mais c'est vrai que, si on prend un exemple simple, les mentaux ont besoin de réfléchir, les instinctifs ont déjà envie de passer à l'action, ils savent déjà ce qu'il faut faire. Donc ça peut être une vraie difficulté à se comprendre, et quand on disait tout à l'heure l'improvisation c'est l'apprentissage de l'écoute, je pense que l'énéagramme on pourrait dire de la même façon, c'est apprendre à écouter l'autre de son point de vue, pas du sien parce que le sien on le connaît, mais du point de vue de l'autre. On le connaît encore que... Et c'est un art vraiment. Donc je pense qu'on a besoin de réflexion, la réflexion n'a jamais nuit à l'action, et on a besoin aussi parfois d'aller dans l'action et d'arrêter de tout vouloir envisager dans tous les cas. Donc oui, c'est en fait des formes de complémentarité qu'on cherche. Seb et Béa. Ouais, moi j'entends numéro 9, numéro 4, mais est-ce qu'on évolue ? Est-ce qu'on peut passer de 4 à 7, à 8 comment en fait, moi j'aimerais bien être à 9 un jour. Oui, c'est possible ou pas ? En fait, d'abord, de la même façon qu'on a tous une tête, un cœur, un corps, on a un peu toutes les bases. Donc on évolue, bien entendu. Néanmoins, on va dire dans l'énéagramme, on ne change pas de base, sinon ça ne s'appellerait pas une base en fait. Mais dans cette base-là, on va explorer. À partir de celle-là, on va explorer. Et peut-être l'idée simple, c'est que pour trouver de quoi on est fait, il faut peut-être se remettre dans son centre, retrouver l'enfant de 5 ans peut-être, pour réexplorer tout le potentiel qui est devant nous, mais qu'on n'utilise plus en fait. D'accord. Donc c'est en ce sens qu'on peut évoluer, bien entendu, en réexplorant l'immensité de notre potentiel créatif. Alors un exemple peut-être, Serge, de quelqu'un justement qui un jour a identifié sa base et a réexploré un petit peu mieux son potentiel, s'est révélé. Tu dois en avoir plein des exemples. J'en ai des quantités, forcément. Je prends l'exemple de Birgit qui tente la base. Enfin, je connais pas Birgit, mais elle se dit altruiste. Vous voyez, un altruiste, en fait, il va être extrêmement gentil, aimable, et c'est pour être aimé. Donc là, c'est d'ailleurs. Birgit, ça c'est ok, ça on valide. Gentil, aimable, donc ça c'est ok. Je suis d'accord. Mais en fait, ils sont vraiment très très doués, les altruistes, pour aller repérer le besoin des autres, mais ils sont un petit peu moins à l'aise pour repérer le leur. Et en fait, le travail qu'ils doivent entreprendre, c'est se libérer du regard de l'autre pour pouvoir penser à eux. Mais ils le vivent toujours de façon un petit peu égoïste quand ils commencent à s'occuper d'eux. Et en fait, la voie de progression, on voit des deux qui vont vraiment progresser en s'occupant d'eux sans avoir le sentiment de culpabilité. Ça, c'est vraiment une transformation magique parce qu'elle les libère véritablement, parce qu'on peut pas passer sa vie scotché par le regard de l'autre, n'est-ce pas, Birgit ? Peut-être que... Alors une réaction, oui. Attends, une réaction, pardon, de Birgit, puis Cécile, une question. Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant et puis c'est touchant parce que ça donne, comme tu dis, ça donne envie d'exploiter son potentiel. Bah bien sûr. Je sens que je vais exploiter mon potentiel. Encore une future adepte de la Masro Academy, Cécile. Cécile, et après je voudrais qu'on parle des 4 après, puisque on a tout à l'heure les 4-4. Pardon, ton prénom Hélène, voilà. Hélène parlait de sa base 4. Cécile.
Est-ce que c'est pas un peu enfermant quand même ces histoires de catégories parce que le souci c'est que rapidement on peut se dire oulala j'ai affaire à un 9, j'ai affaire à un 8 donc il va réagir comme ci comme ça et moi je trouve ça quand même assez ouais c'est ça je ne suis pas qu'un numéro et bon. Alors en fait on a toujours ce phénomène-là. Dans un premier temps, les gens vont penser que c'est enfermant parce qu'on met des numéros et on serait comme ça complètement figé. En fait, je crois pas. D'abord que il faut vraiment comprendre que l'outil c'est une carte en fait, pas pour s'enfermer, mais pour naviguer dans le champ des possibles. Je crois véritablement, je cite Mandela qui était en prison pendant 27 ans et qui s'est libéré, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se croient libres et qui sont en prison en fait. Et je crois qu'on a vraiment un moyen d'avoir une carte de lecture pour comprendre comment nous nous sommes enfermés. Mais je suis pas réduit quand je suis altruiste ou perfectionniste ou épicurien, je suis pas réduit à ça, bien entendu. On nomme les choses simplement pour révéler les autres facettes de nous-mêmes qu'on n'explore pas assez. C'est pas pour s'y enfermer, mais c'est souvent ce que les gens qui débutent traduisent et comment dire, voient dans la limitation de l'outil. Je soutiens complètement la question de Cécile parce que j'ai été assez perturbé. Hein. Moi, je me suis formé chez Serge, je le dis. Tu lis d'abord le schéma 12. Et puis tu le retrouveras. Parce que la question, Serge, c'est pas tant de savoir si la personne qui est dans un numéro va avoir la capacité à se sentir libre d'évoluer à l'intérieur, mais c'est plutôt comment l'autre va le garder et le maintenir dans ce numéro. Et pour moi, le risque, il est plutôt dans comment les gens te maintiennent dans ton numéro que plutôt que comment toi tu vas évoluer dans ton propre numéro. Je suis d'accord. Oui, c'est ça, on parle de stigmatisation. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Cécile. Non, c'est Cécile, juste pour répondre, je suis assez formel là-dessus. La première et la seule chose peut-être à faire, c'est se trouver soi, et je me fiche du regard de l'autre. S'il y a des gens qui veulent m'enfermer, c'est qu'ils n'ont rien compris. L'idée vraiment, c'est se connaître, peut-être pour mieux réaliser la relation avec l'autre, mais c'est essentiellement se connaître. Je me fiche de savoir ce que voient les autres à travers moi, puisque c'est justement ça dont je veux me libérer un peu. Mais est-ce qu'un manager risque pas de piloter son équipe avec cet outil RH en se disant bon bah alors lui clairement il est 4, il est 9, il est machin, et c'est de ce point de vue là que je trouve que c'est un peu dangereux. Et dire dis donc à numéro 5 c'est bon, je sais comment tu fonctionnes. Non, mais c'est ça, c'est une vraie question ça. Hein. C'est une vraie question, et j'ai même vu le cas pire que j'ai jamais rencontré d'un manager qui avait fait le diagramme et il avait mis le prénom de ses salariés en lieu et place des numéros. C'est une catastrophe, je l'ai vraiment engueulé ce jour-là. Je lui ai dit c'est nul, c'est justement. Est-ce que tu engueules tes clients? Parfois quand on déconne vraiment. Philippe Etchebest, cauchemar en cuisine. C'est cauchemar en RH. Cauchemar en RH. Mais tu m'enlèves ce diagramme. C'est n'importe quoi. Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais t'entendre sur les 4, voilà, pour qu'on puisse... alors, on a parlé aussi, des 2 altruistes, et puis Béa. Je suis un numéro 4 aussi. T'es un numéro 4 aussi. Alors justement, tiens, il y a des numéros 4. Numéro 4, on peut pas faire ça sur une antenne, franchement. Ouais, on peut pas faire ça. D'accord. On est dans l'intimité avec les numéros 4, immédiatement. Ils sont tellement différents des autres. Ah bah, c'est une demande de Béa en tout cas. Hélène, elle a rien demandé. Je suis là, j'en profite. Ouais, alors les 4. Non mais les 4, ce sont des personnages sensibles. On les appelle les romantiques. Sensibles, parfois avec des fortes variations d'humeur, avec de l'intensité, de la sensibilité, presque parfois une hypersensibilité au monde. Ils sont pénétrés par le monde, mais ils se sentent vraiment uniques et parfois incompris, rejetés, et pour continuer en fait à qu'on porte le regard sur eux, ils sont différents, mais parfois ils tombent dans le piège même de se sentir encore plus rejetés tellement ils cultivent l'art de la différence. L'ordinaire est vraiment ennuyeux pour un romantique. Je veux de l'extraordinaire. Voilà, en quelques mots. Merci, Béa, réaction? Je plaide coupable. D'accord. Hélène, réaction? Ouais, moi aussi je plaide coupable. Hélène, réaction? Ouais. Donc elle est ok. Derrière toi, Dimitri. Hélène? Oui, ça me parle bien. Ça te parle bien, ça David, résonne. juste Nico. pour la caméra quand même, le diagramme fait énormément penser à un pentacle satanique. Tiens, vire les questions. Voir un mandala. Oui, justement, c'est quoi ce dessin? C'est étonnant. C'est quoi ce dessin et le lien évidemment, on tape Enneagramme sur internet, vous retrouverez ce dessin et les caractéristiques. Il ne faut pas se laisser piéger d'ailleurs par l'identité, par le nom des caractéristiques.
Est-ce que tu as des fois des difficultés à faire l'énéagramme de quelqu'un en fait? Parce que quand je lis les catégories, en fait, je me retrouve un peu partout. Oui. Et je tourne autour du cercle et je sais pas où m'arrêter. Ça dépend vraiment Comment en fait. on sait quel chiffre on est en fait? Comment ça se fait? On va voir Serge Massereau. Il n'y a pas de vérité extérieure à soi-même en fait. Encore une fois, prenez-le comme une carte, comme un guide, comme une aide, aller vers soi-même. C'est vraiment un travail d'intériorité. Il n'y a pas de vérité extrinsèque, il y a une vérité intérieure qu'il faut trouver. Si je savais résoudre la question en une journée, même en 3 jours, de qui vous êtes, je serais richissime. Mais en fait, on sait très bien que personne n'y est arrivé, et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas de vérité extérieure. Ça n'existe pas, c'est pas une théorie, et ce diagramme, il fait ésotérique comme ça, c'est vrai, je vous l'accorde, mais en fait... c'est une fausse étoile de David, en fait, c'est un peu ça. On est presque dans une démarche un peu symbolique qui nous aide à comprendre, même si on se trompe, même si on se trompait 8 fois, en cherchant sa base, eh bien, pendant 8 fois, on aurait cheminé vers la quête de soi-même. Béa qui attend depuis un quart d'heure, et puis Stéphane ensuite. Ah ouais, ça s'applaudit ça. Oui, quand il parle d'échouer 8 fois, ce qu'il vient de dire, je peux pas le redire aussi bien. On peut se tromper une personne 1000 fois. Il est exceptionnel, Béa. C'est toi qui as fait les dialogues de la Cité de la Peur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était la page culture. Merci Béa, on y va? Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'énéagramme? Qu'est-ce qui te fascine dans cet outil? Je repars de l'expérience de ces managers qu'on accompagne et puis qui nous disent c'était pas mal, on a rencontré les collègues. On voulait vraiment déjà transformer en 95, je rêvais déjà de pouvoir un peu faire bouger les gens sur les lignes, parce que c'est ça qui est intéressant. Dans le monde de demain, il va falloir que chacun se mette un peu en mouvement. Donc ça me plaisait de partir. J'ai rencontré l'énéagramme par hasard dans une formation et je me suis dit tiens, c'est pas mal ça, un jour je ferai peut-être ça. Le premier jour d'ailleurs. Je me suis dit, un jour, je ferai peut-être ça. Et en fait, ça ne m'a pas quitté. Et j'ai à l'époque, en tant que DRH, fait former 200 personnes peut-être. Et en fait, les formations duraient à plus d'heures, même au bout de 3 jours d'habitude. Quand ça finit un vendredi à 17h30 ou même à 16h30, il n'y a plus personne. Là, ça continuait. Donc je me suis dit, il y a un truc, je l'ai cherché. Et puis, du coup, ça m'a vraiment parlé. Et je crois véritablement que ça peut être une façon très, très pratico-pratique, en fait, de faire grandir les gens. Stéphane. Une petite curiosité comme ça, c'est quoi ton numéro à toi, Serge? Moi, je suis plutôt de type battant. 06, 64, 93. Là, je me suis fait avoir. Non, faut pas répondre. Non, c'est quoi? Non, alors... Il a peut-être pas envie d'en parler, ceci. Ouais, c'est justement pour éviter que chacun me mette dans un numéro. Je pourrais faites dire vos pronostics et tout à l'heure, autour d'un verre, c'est promis, il vous le dira. La dernière question que j'ai envie de te poser, Serge, on peut apprendre l'énéagramme dans un livre? Non. Qu'est-ce qui fait? Alors, en tout cas, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont lire des bouquins parce que des bouquins, il y en a plein sur l'énéagramme et puis sûrement très bien fait. Qu'est-ce qui fait le supplément d'âme d'une formation en groupe à l'heure où on parle beaucoup de distanciel? Et puis j'ose la question, qu'est-ce qui fait le supplément d'âme, Serge Massereau Academy? Je pense qu'on dit que l'énéagramme c'est un exercice d'oralité en fait, dans la tradition orale. Ça veut dire que je peux pas apprendre tout seul l'énéagramme, puisque vous voyez dans les fameux tests que vous avez sans doute fait les uns et les autres, on peut être vraiment en toute bonne foi dans la projection de soi-même. Il y a le test d'Hélène Palmer, qui permet notamment d'entrer, de faire connaissance avec. C'est une introduction. Il y a aussi le test de Hélène Agram. L'énéagramme. Mais elle est excellente. Un peu d'applaudissements. De rien. Donc c'est la pro de l'impro qui t'a félicité en première. Elle est hyper sympa. Elle est sympa. J'admire la force. Le courage. Allez, on y retourne, Serge. Non, en fait, je crois que la bonne nouvelle, c'est que c'est l'autre qui me révèle en réalité. Si j'écoute son histoire, comment il fonctionne, je comprends que je peux être comme lui ou à l'opposé, totalement différent de lui. Et c'est en soi que je finis par comprendre comment je fonctionne. Donc, je peux pas le faire tout seul.
Bon, allez vous former en tout cas avec Serge ou plein d'autres, parce que il y a évidemment des confrères, des consoeurs, notamment ici dans la métropole de Nantes qui sont excellents, pas autant que toi évidemment, mais allez vous former et ça vous rappellera que la relation, rien ne la remplace, hein, le rapport aux autres et la discussion. Moi j'ai eu la chance d'être formé par toi avec un groupe de 20 personnes extraordinaires et ça bouscule vraiment dans le bon sens du terme. Merci beaucoup Serge Masson était notre invité. Dans un instant, Cécile Préfol s'installe ici devant le micro de l'invité. À tout de suite. Dans un instant, plus de débats dans Jeu de mots vous dire.